Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier épisode de Tour des conflits et on va parler de la situation en Libye. Ce sera juste après le générique. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à liker, commenter et partager. A tout de suite. Tous ceux qui connaissent la Libye de près l'avaient prédit. L'élection présidentielle du 24 décembre dernier n'a pas eu lieu et c'est dû à plusieurs raisons. La liste des candidats n'était pas clairement établie, la sécurité autour des urnes n'était pas garantie, les bulletins de vote n'étaient pas imprimés et la loi constitutionnelle dans le pays reste encore floue. Ça devait être le premier scrutin présidentiel depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Cette date du 24 décembre, elle avait été arrêtée le 5 janvier 2021 lorsque plusieurs parties du conflit se sont accordées lors du forum de dialogue politique libyen sur un nouveau conseil présidentiel présidé par Mohamed El-Menfi et un nouveau gouvernement dirigé par Abdelhamid Dbeiba. C'est à 48 heures du scrutin que la haute commission électorale libyenne a décidé de reporter l'élection présidentielle au 24 janvier prochain. Mais le parlement de Tobrouk n'a pas validé cette date. Lui qui ne reconnaît pas comme légitime la haute commission électorale libyenne, il appelle plutôt à mettre en place une nouvelle feuille de route. La question qui sera centrale dans cette vidéo est la suivante. Comment en est-on arrivé là? Comment est-ce que ce pays d'Afrique du Nord est tombé dans une escalade de violence, que le contrôle du pays est divisé en plusieurs centres de pouvoir disparates, qu'il est presque impossible d'organiser une élection présidentielle? Et pour cela, il faut remonter dans l'histoire. Pour commencer, je vais vous parler de l'histoire d'un jeune officier de 27 ans, devenu guide suprême de la Libye pendant 42 ans, après un coup d'État en 1969. Il s'agit bien de l'ancien homme fort de la Libye, Muammar Kadhafi. Cette figure importante de l'histoire de la Libye, même je dirais de l'histoire tout court, voit le jour en 1942 à Sirte, dans le nord du pays, dans une famille bédouin. Les bédouins, ce sont des nomades arabes qui vivent de l'élevage de chèvres ou encore de moutons, principalement dans des déserts comme le Sinaï, le Sahara, le Sahel ou encore l'Arabie. À l'époque, Muammar Kadhafi, c'est un bon élève, c'est un passionné de lecture. Après un baccalauréat de philosophie en poche, il entre à l'école militaire de Benghazi en 1963. Dans cette école, il va former un groupe de soldats qui va l'aider 6 ans plus tard à commettre un coup d'État contre le roi Idriss Ier. Ce sera le 1er septembre 1969. Et Muammar Kadhafi, il va justifier ce coup d'État par, je cite, « la nécessité de mettre l'économie au service des besoins de chacun ». Il y a d'autres éléments qui peuvent justifier ce coup d'État, à part les inégalités dues à une monarchie gangrénée par la corruption et le despotisme. Il y a la présence sur le sol libyen de bases militaires américaines et anglaises qui agacent Muammar Kadhafi. Il y a la montée du nationalisme et du socialisme arabe au sein du Moyen-Orient à cette époque. Et il y a l'admiration que portait Muammar Kadhafi envers l'ancien président égyptien Gamal Abdel Nasser. Au lendemain du renversement du régime, Muammar Kadhafi, il va réformer le pays. Et il va commencer notamment par le domaine économique à tout ce qui touche au pétrole et au gaz. Il va créer une nouvelle compagnie pétrolière, la National Oil Corporation. Et cette nouvelle compagnie, elle aura pour mission de coordonner l'industrie pétrolière dans le pays, tout en étant habilitée à signer des contrats avec des compagnies étrangères afin que celles-ci puissent supporter les coûts des différentes explorations. Et ça va générer pas mal d'argent. Par exemple, les revenus en hydrocarbures, ils passent de 663 millions de dinars libyens en 1973 à 3,8 milliards en 1979, soit 6 fois plus en l'espace de 6 ans. Et avec cet argent, Muammar Kadhafi, il va construire des autoroutes, construire des écoles, construire des hôpitaux, des maternités, des cliniques. Mais ces investissements ont un prix. C'est au prix du sacrifice de la liberté d'expression et d'opinion dans le pays. Au début des années 70, Muammar Kadhafi, il élabore une théorie appelée la troisième théorie universelle qu'il expose dans son célèbre ouvrage, le Livre vert. Cette théorie sert de fondement à la Jamaïria arabe libyenne, nom qu'adopte officiellement la Libye à partir de 1977.
Cette troisième théorie universelle prétend être une alternative au capitalisme et au communisme qui serait au service du peuple, mais en réalité, elle interdit les voies d'opposition. Le schéma est le suivant en Libye à ce moment-là. On a une pyramide, et tout en haut de la pyramide, on a le clan de Muammar Kadhafi, qui ont un pouvoir sans contrôle, protégé par un appareil sécuritaire brutal, et tout en bas, on a le peuple libyen. Muammar Kadhafi il met en place des congrès populaires qui en réalité aucun pouvoir. Si quelqu'un osait critiquer le régime lors de ces assemblées, il risquait d'être torturé, envoyé en prison ou encore tué. À partir des années 1980, le contexte international et national devient inquiétant pour le régime mais aussi le peuple libyen. Il y a plusieurs choses qui changent, notamment sur l'utilisation de la rente pétrolière et gazière. La richesse nationale est de plus en plus accaparée par le pouvoir et la population s'appauvrit de plus en plus. La Libye, elle est mise sous embargo par les Occidentaux qui la soupçonnent de financer le terrorisme. Par exemple, en 1986, il y a eu un attentat à la bombe à Berlin en Allemagne, dans une boîte de nuit fréquentée par des soldats américains. Il y a eu 3 morts et plusieurs centaines de blessés. Et cet attentat a été imputé à des agents libyens. En représailles, le président américain de l'époque, Ronald Reagan, décide de bombarder la Libye, notamment Tripoli et Benghazi. Il vise des sites stratégiques comme des sites de radar, de défense antiaérienne, des casernes. Autre exemple, les Occidentaux attribuent à Muammar Kadhafi une implication directe ou indirecte dans l'attentat à la bombe contre le vol 103 Panama qui volait au-dessus de la ville écossaise de Lockbury en 1988, causant la mort de 270 personnes dans les airs et au sol. Le vol reliait Londres à New York. Muammar Kadhafi il a refusé pendant longtemps de livrer les 2 suspects à la justice écossaise, ce qui a entraîné une longue période de négociations et de sanctions avec l'ONU. Et ça s'est fini par leur réédition et leur procès. Il y a une personne qui a été emprisonnée à vie et l'autre qui a été jugée non coupable. En 2011, un vent de révolte souffle sur le monde arabe et renverse le régime de Ben Ali en Tunisie et de Moubarak en Égypte, 2 pays frontaliers à la Libye. Ce dernier est touché à son tour par des contestations populaires et d'ampleur à partir du 15 février 2011. En réaction, Muammar Kadhafi il réprime les manifestations. Les autorités tirent sur les manifestants, appuyés par des chars mais aussi des avions. La région de Benghazi est rapidement conquise par les insurgés, notamment grâce au ralliement de plusieurs cadres du régime. Mais Muammar Kadhafi il s'accroche au pouvoir. À la mi-mars, le Conseil de sécurité de l'ONU vote la résolution de 1973 qui autorise les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population civile. La France et le Royaume-Uni prennent la tête d'une coalition de 10 pays et bombardent la Libye avant que le commandement des opérations soit transféré à l'OTAN. À la mi-août, les rebelles prennent le contrôle de Zawiya, Gariyan et Sorman, 3 villes clés de l'Ouest avant la chute de Tripoli. Le 20 août, ils lancent l'opération Sirène et foncent sur la capitale. Muammar Kadhafi il prend la fuite. Il meurt lorsque les forces du Conseil national de transition le retrouvent caché dans un tunnel après qu'une frappe aérienne de l'OTAN s'abat sur son convoi. Et il meurt dans ces conditions-là, dans sa ville natale à Sirte. On ne sait pas quelles sont les circonstances exactes de sa mort. On ne sait pas s'il a été battu à mort, s'il s'est fait tirer dessus. Tout ça, ça reste encore un mystère. Aujourd'hui, plus de 10 ans après la mort de Muammar Kadhafi, les Libyens rêvent toujours de stabilité politique, économique et sociale, mais aussi de liberté d'expression et d'opinion, ce qu'ils réclamaient lors des révoltes du printemps arabe. Ça fait que certains sont nostalgiques du règne de Muammar Kadhafi. Quand je dis certains, je parle des Libyens, mais aussi des autres Africains. Parce que Muammar Kadhafi, c'était un panafricaniste, c'est un artisan de l'Union africaine. Il parlait souvent des États-Unis d'Afrique. D'autres ne regrettent pas du tout la Libye de Muammar Kadhafi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en accord avec ce qui se passe aujourd'hui, ils ont juste confiance en l'avenir de leur pays. Aujourd'hui, la Libye est divisée en plusieurs zones, contrôlées par des forces différentes, comme on peut le voir ici sur cette carte. On a d'abord le gouvernement d'unité nationale avec comme président Mohamed El Menfi et comme premier ministre Abdelhamid Beba. Et ils sont soutenus par l'Organisation des Nations Unies et ils contrôlent Tripoli et quelques zones aux alentours.
Puis on a l'armée de libération nationale avec à sa tête le maréchal Khalifa Haftar. Lui, il est plutôt situé dans la zone orientale du pays, où se situent notamment les gisements pétroliers et gaziers. Khalifa Haftar, c'est une des personnes qui a permis à Muammar Kadhafi de perpétrer le coup d'État contre le roi Idriss Ier. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il avait formé un groupe de soldats pour faire cette action. Et parmi ce groupe de soldats, il y avait le maréchal Khalifa Haftar. Quelques années plus tard, les deux individus, Muammar Kadhafi et Khalifa Haftar, se sont un peu séparés. Ils avaient des opinions divergentes. Et Khalifa Haftar, il est parti s'exiler aux États-Unis avant de revenir en Libye plus tard. Khalifa Haftar, il va prendre une décision en 2019 qui va infliger de terribles souffrances au peuple libyen. Il va lancer la bataille de Tripoli qui va se dérouler du 4 avril 2019 au 5 juin 2020. Et en fait, elle a pour mission de accaparer la capitale. Mais Khalifa Haftar, il arrive juste à s'approcher de la banlieue de Tripoli et même rentrer dans la banlieue de Tripoli, mais pas entrer dans la capitale elle-même. Et il y aura des centaines de morts et des centaines de blessés dus à cette action-là et au combat entre l'armée de libération nationale et le gouvernement qui est reconnu par l'Organisation des Nations Unies. Khalifa Haftar, il est soutenu par l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Russie et plus discrètement par la France. En 2014, l'État islamique profite de la dégradation de l'appareil sécuritaire libyen afin de s'implanter dans le pays dans le cadre de sa stratégie d'expansion territoriale. L'État islamique va installer 2 fiefs, à Derna à l'est du pays et à Sirte dans le nord-centre, dont il a été chassé respectivement en 2018 et 2016. Son ascension dans le pays va être facilitée par la présence de groupes rebelles et terroristes en Libye, comme Ansar al-Sharia Derna ou encore le Conseil consultatif des Moudjahidines de Derna. Certains vont se fondre dans le groupe de l'État islamique, dont d'autres vont mener des partenariats et certains vont s'y opposer. L'État islamique s'est considérablement affaibli depuis 2017. Ils ont maintenant des tactiques de guérilla, ça montre vraiment qu'ils sont moins solides qu'avant. Ils continuent à perpétrer des attentats, à voler, à racketter. Leurs membres viennent de Libye, mais aussi d'autres pays voisins, et même un peu plus loin, comme la Tunisie, l'Égypte, le Soudan, le Tchad, le Niger, le Mali, l'Érythrée, la Syrie, l'Irak, et encore d'autres pays. Le nombre de soldats varie selon les sources et selon le temps. Par exemple, à son pic mi-2015, selon le Combating Terrorism Center, l'État islamique a pu avoir jusqu'à 5000 soldats juste dans la ville de Sirte. Et en 2019, leur nombre est estimé à moins de 500 dans tout le pays, selon les États-Unis. La Libye est aujourd'hui un point de transit pour de nombreux migrants issus d'Afrique subsaharienne, alors qu'avant ça pouvait être tout simplement une terre d'accueil. Il y a de nombreux centres de détention à l'intérieur du pays gérés par des milices. Et il n'est pas rare que les migrants soient capturés puis vendus au sein du pays. Rappelez-vous, en 2017, il y a eu un reportage de la journaliste Nima El-Baguir de CNN qui avait choqué le monde entier. Et ce reportage contenait des images de vente aux enchères de migrants subsahariens près de Tripoli. Et c'était la première fois qu'on avait des preuves, images plus son, de ventes comme celle-ci, au-delà des simples témoignages verbaux qu'on avait jusque-là. Pour l'élection présidentielle qui est reportée à une date inconnue pour le moment, il y a 90 candidats, et parmi ces candidatures, il y en a qui sont controversées. Par exemple, on a celle de Saif al-Islam el-Kadhafi, le deuxième fils de Muammar Kadhafi. Il est diplômé de la London School of Economics, et en 2011, il rejoint son père dans la répression contre les révoltes du printemps arabe. Il est capturé par un groupe armé en novembre 2011. Dans un article du New York Times que je vous mets juste ici, qui est hyper intéressant, il est long, mais ça vaut vraiment le coup de le lire. Il explique que les rebelles qui l'ont capturé se sont rendus compte que ça pouvait être un de leurs alliés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il se présente comme président de la République. Mais c'est pas la seule raison. Vous allez le comprendre en lisant cet article. Il est recherché pour crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Il a été jugé en 2015 par une cour distincte, pareil pour crime contre l'humanité. Il a été condamné à la peine de mort, mais il a le droit de faire appel selon la loi libyenne. On a Khalifa Haftar, dont je vous ai déjà parlé,
qui lui est aussi accusé de crimes contre l'humanité, notamment concernant la bataille de Tripoli. Puis on a le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba. Il y a un article de la loi électorale qui impose à tout haut fonctionnaire libyen ou haut gradé militaire qui veut se présenter lors de l'élection présidentielle de démissionner de ses fonctions 3 mois avant le scrutin. Mais lui, il n'a pas du tout respecté ça. De plus, il est soupçonné de corruption pour son élection en tant que Premier ministre. Comme mot de la fin, je dirais n'hésitez pas à suivre l'actualité de la Libye, notamment pour savoir si une élection présidentielle pourra avoir lieu dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir. Personnellement, je pense que ça va prendre du temps, notamment pour organiser une élection en toute sécurité. Je vous dis rendez-vous lors de la prochaine vidéo, on va encore parler de la Libye, mais là ce sera une interview hyper intéressante d'une Libyenne. Ça, ce sera la dernière vidéo sur le sujet, avant d'enchaîner sur le décryptage d'un nouveau conflit.